Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov, Mazal Tov. Alors, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mardi, Be'ezat Hashem, ça sera Rosh Hashanah. On approche à grands pas du Yom Hadin, le jour du jugement, le jour où on va se présenter, pas seulement nous, le monde entier va se présenter devant HaKadosh Baruch Hu pour répondre de ses actes, le bilan de toute l'année. Comment on s'est comporté? Est-ce qu'on a fait sa volonté? Qu'est-ce qu'on doit corriger? C'est ce qu'on a fait pendant, du moins qu'on a essayé de faire pendant ce mois de Selihot qui touche à sa fin. On est à partir de demain dans la dernière semaine. Alors regardez ce que disent les Chachamim selon la Kabbalah, qui est ramenée par le Gaon Rabbi Eliyahu Lopian. Il nous explique que à partir de cette semaine, tous les jours de cette semaine, si nous faisons ce que nous devons faire dans l'intensité, dans l'application, eh bien, grâce à cela, nous arriverons à corriger, tenez-vous bien, tous les jours de l'année correspondant au jour donné. Par exemple, si le lundi qui vient, donc demain, Be'ezat Hashem, nous arrivons à faire la prière avec intensité, à faire des mitzvot, à étudier plus la Torah, etc., nous allons corriger tous les lundis de l'année passée, et ainsi de suite. Pour arriver donc au Shabbat prochain, qui est le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, et alors ce Shabbat, il faut le recevoir avec plus d'intensité, plus de zèle. Si on avait l'habitude de recevoir le Shabbat une demi-heure avant, alors on va le recevoir une heure avant. Si on avait l'habitude de faire Baruch Hashem, 2 plats, 3 pains, on va en faire 4. Si on avait l'habitude d'étudier 1 heure, 2 heures de Torah, on va doubler l'étude de Torah. Si on avait l'habitude de chanter, on va chanter beaucoup plus, etc. On va respecter scrupuleusement les lois de Shabbat, ce qu'on ne faisait pas, les Shabbats d'avant, eh bien on va le faire. Pourquoi? Car ce Shabbat va nous aider, Be'ezat Hashem, à corriger tout ce qui n'a pas été bien fait dans les Shabbatot de l'année. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. HaKadosh Baruch Hu Ra'um Ve'anon, il donne toujours une seconde chance à ces sujets. Et il nous donne l'occasion de pouvoir le faire encore, même dans la dernière semaine. Vous me direz, Yaakov, qu'est-ce qu'on peut faire déjà qu'on n'a pas pu faire en une semaine? Le délai, il est pratiquement, on va dire, inexistant. Et pourtant, HaKadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut concentrer tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant toute l'année dans cette dernière semaine? Alors regardez comment aussi espérer qu'HaKadosh Baruch Hu va accepter. Va nous ramener ici le Hacham Rabbi Eliyahu Lopian un exemple du Maggid de Douvna. Le Maggid de Douvna, connu sous le nom de Rabbi Yaakov Kranz, était un homme, le conteur de Douvna, qui était un conteur extraordinaire, qui trouvait des exemples complètement enchâssés dans le contexte. C'est-à-dire que chacun de ces exemples, que ce soit dans le domaine de la Torah, de la Paracha, du Moussar, des Yamim Noraim, de n'importe quel sujet religieux, il trouvait l'exemple qui correspondait pour qu'on puisse comprendre la chose. Il dit qu'avant de donner un exemple, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre le sujet, il faut comprendre profondément le texte. Et une fois qu'on a compris profondément la chose ou le sujet ou le texte, alors à ce moment-là, autour de ce sujet, on peut construire un exemple, un mashal, comme on dit en hébreu. Et là, il va nous donner un mashal sur ce qu'on vient de dire en introduction. Il nous dit comme ça. Imaginons maintenant un roi très puissant qui voulait faire plaisir à ses sujets. Alors, il va organiser un très grand festin. Mais il dit, les festins, c'est vu déjà. Moi, je voudrais faire quelque chose de spécial que mes sujets ne connaissent pas. Il s'est mis à réfléchir et il a dit, je vais faire fabriquer une coupe, en or, bien sûr, complètement enchâssée de diamants, de pierres précieuses, quelque chose que personne n'a jamais vu. Et le mettre au centre de ce festin pour que tous les sujets
puisse se nourrir les yeux de cette merveille. Qui est-ce que je pourrais charger de cette mission? Alors, ces conseillers lui ont dit, mais on connaît un orfèvre, un artiste qui n'a pas son pareil, et lui pourra se charger, votre majesté, de vous fabriquer cette coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent donc l'orfèvre au palais, qui arrive et se retrouve devant le roi. Et le roi lui dit, voilà, je vais faire un michté, donc un festin, où je vais inviter tous mes sujets, la plupart de mes importants sujets, et je voudrais que vous me fabriquiez une coupe, voilà comment je la veux, je veux quelque chose d'unique. Est-ce que vous pouvez le faire? Il a dit, bien sûr, votre majesté, je suis un orfèvre connu et reconnu. Et le roi lui dit, combien de temps faudra-t-il pour fabriquer cette coupe? Alors l'orfèvre lui dit, majesté, il me faudra 6 mois pour la faire. Alors le roi le regarde, lui dit, écoute, tu sais quoi? Toi tu as demandé 6 mois. Eh bien moi je te donne 1 an. Et je te donne 1 an et pendant cette année, tous les mois, tu recevras un salaire conséquent pour que tu puisses te consacrer complètement à ta tâche. Et que tu ne prennes aucun autre travail. Ici, tu vois à côté de moi le ministre du Trésor. Tu pourras lui demander tout ce dont tu as besoin en or et en pierres précieuses et il te fournira. Est-ce que tu acceptes la mission? Alors l'orfèvre lui dit, bien sûr, votre majesté. Et il sort, tout heureux, tout joyeux, il court chez son épouse pour lui raconter cette merveilleuse nouvelle, cette merveilleuse mission et cet honneur. Et il dit à son épouse, prépare-toi, on va partir. Elle lui dit, quoi? Où partir? Elle lui dit, voilà, le roi m'a demandé combien de temps il me faudrait pour fabriquer cette coupe. En réalité, moi je savais qu'il m'en faudrait 3 mois, mais je lui ai dit 6 mois pour plus de sécurité, et lui m'en a donné 1 an. Donc on a vraiment le temps, prépare tes habits, prépare tes affaires, on va partir en voyage, on a 1 an devant nous pour fabriquer cette coupe. Et donc il a pris non seulement 6 mois d'avance au niveau de sa paye, et il est parti avec son épouse pour faire le tour du monde, d'aller dans les plus grands hôtels, et il s'est mis à dépenser sans compter des millions et des millions, et en plus il a pris des prêts à droite et à gauche, des dettes colossales pour satisfaire ses envies, et donc quand il est revenu après son voyage, il est revenu combien de temps après? Il est revenu 3 mois après son voyage, puisque c'est ce qu'il avait compté comme temps pour fabriquer sa coupe. Eh bien, il a commencé à voir comment faire. Mais il avait pris tellement de dettes qu'au lieu de se mettre tout de suite au travail, il a commencé à demander donc au ministre du Trésor de l'or, mais pas pour commencer cette coupe, pour rembourser les immenses crédits qu'il avait fait auprès d'organismes. Et donc, bien sûr, au lieu de se mettre au travail, il était tellement préoccupé par tous ces crédits, que le temps passait. 1 mois avant l'échéance, le conseiller du roi, qui était en charge de cette mission, l'appelle et lui dit, alors dis-moi où ça en est? On est à 1 mois de l'échéance, est-ce que la coupe ça va, ça a avancé? L'autre, quand il a entendu ça, il a dit, oh mon Dieu, déjà 1 mois restant seulement, que j'ai même pas commencé à travailler sur cette coupe, il faut absolument que je le fasse. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, donc l'orfèvre, chez encore le ministre du Trésor, et cette fois-ci, il lui a réclamé une petite quantité d'or et un petit peu de diamants et de pierres précieuses. Et l'étonnement du ministre, qui lui avait déjà remis pas mal d'or et de diamants et de pierres précieuses, il lui pose la question, il dit, pourquoi donc cette petite quantité d'or et cette petite quantité de pierres précieuses? Il dit, non, c'est pour affiner et mettre un point final à l'esthétique de cette coupe que j'en ai besoin.
Donc on lui donne cet or. Mais lui, avec cet or, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à fabriquer une coupe. Mais alors, très loin de la taille de la coupe attendue, une toute petite coupette, on va dire. À peu près cette taille. De tout petits verres de kidouche, minuscules. Et il a fait donc commencer à fabriquer donc cette coupe avec les diamants et les pierres précieuses qu'il avait en sa possession. Mais ce qu'il faudrait préciser, c'est que cette petite coupe, aussi petite qu'elle elle était magnifique, unique. Vraiment, personne n'avait jamais vu un travail aussi beau. Tout celui qui regardait cette coupe autour de lui, donc la famille, était complètement impressionné par cette merveille. Vraiment, cet orfèvre était vraiment un artisan unique en son genre. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il en sera de la taille de cette coupe. Et donc, comment je vais présenter cette coupe au roi? Il va tout de suite le remarquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite coupette, aussi belle qu'elle ait été, et il l'entoure de cellophane et de cellophane. Après, il met une première boîte, après une seconde boîte, une troisième boîte. Ensuite, il met un très beau papier cadeau autour avec plein de rubans de couleurs et il se rend au palais chez le roi. Le roi, quand il a vu ce beau cadeau là, ce beau paquet là, il était content. Et il lui remet au roi, il dit voilà majesté, et donc le roi se met à ouvrir, et il ouvre une boîte dans une boîte, et une boîte dans une boîte, et un cellophane dans un cellophane, il commence à se poser des questions, et il arrive enfin au dernier petit carton, il ouvre et il trouve à l'intérieur la petite coupe. Il a failli s'évanouir, et la colère a commencé à monter un petit peu dans son visage, et il dit qu'est-ce que c'est ça? Il dit à l'orfèvre. Alors l'orfèvre, il lui dit, majesté, la coupe que vous m'avez commandée. Il lui dit, est-ce que tu te moques de moi? Alors l'orfèvre lui dit, monseigneur, avant de vous énerver, jetez un coup d'œil à cette coupe quelques minutes et après, on pourra discuter. Donc le roi regarde la coupe dans tous les sens, sous tous les angles. Il est impressionné par la beauté de ce travail, les petits diamants vraiment se marient extrêmement bien avec les incrustations et les dessins qu'il avait mis à l'intérieur de la coupe. Tout était fin. Et il dit, l'orfèvre au roi, maintenant, s'il vous plaît, majesté, faites passer cette coupe auprès de vos ministres, qu'eux aussi nourrissent leurs yeux de la beauté de mon travail. Et donc c'est ce qu'il fait, la coupe, elle passe de main en main, et tout le monde vraiment était magnifiquement impressionné. À la fin, le roi lui dit, il se retourne, il dit, tout est très beau, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Maintenant, où est la coupe? Alors, l'orfèvre regarde le roi et lui dit, je ne cacherai pas à mon roi ce qui s'est réellement passé. Après 11 mois, où je me suis amusé et j'ai fait le tour du monde. J'ai pris beaucoup d'argent des trésors du roi, c'est vrai, et au lieu de les utiliser pour cette coupe, je les ai utilisés pour me balader, pour acheter, pour faire des achats dans le monde entier. Et vraiment, tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Le dernier mois, je me suis repris, si on peut dire, et j'ai préparé ce que vous voyez ici, c'est seulement une petite maquette, n'est-ce pas, de la vraie coupe que je vous préparerai dans le futur si votre majesté me donne encore sa confiance, bien que je ne le mérite pas. Donc, vous avez ça, c'est le machal, l'exemple. Alors, par rapport à nous, qu'est-ce que ça représente? Il nous dit le Maguide de Douvna. Alors, nous aussi, à l'instar de cet orfèvre, on sait qu'on a un an pour le Rosh Hashanah qui arrive, n'est-ce pas? Et on se dit, on a le temps. Alors, on fait nous aussi le tour du monde. On prend les choses à la légère, n'est-ce pas? On se concentre pas sur le travail que l'on doit à Kadosh Baruch Hu de jour en jour. Et on n'arrive pas comme cet orfèvre à un mois, comme il nous dit comme dans l'histoire, mais plutôt à une semaine.
Et on doit se retrouver tous dans une semaine. Donc lundi soir prochain devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim pour être jugé, n'est-ce pas? Et les 11 mois qui sont passés, plus 3 semaines, on n'a rien fait du tout. Il nous reste qu'une seule semaine, la dernière semaine. On a, nous aussi, la possibilité de préparer une toute petite coupe. Mais une petite coupe, comme je l'expliquais en début de cours, où chaque jour sera une concentration de diamants et de pierres précieuses. Tant leur intensité, leur zèle, leur ferveur, leur manière de faire sera intense et correspondra à ce qu'on aurait dû faire pendant toute la semaine. Quelque chose vraiment de saint, de kadosh pour Akadosh Baruch Hu. Et on a la possibilité, nous aussi, de préparer dans nos prières, des prières comme on n'en a jamais fait pendant toute l'année. Toutes les berachot qu'on pourra faire, toute l'étude de la Torah qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a fait de manière, on va dire, rapide, et pas les Shem Shamaïm, faire de la tzedaka. L'importance, Rabotai, de la tzedaka est cruciale. Vous savez que Rashi Tevot de Elul, on l'a dit plusieurs fois, il y a plusieurs explications, Anil et Dodiv. Et Dodiv, mais il y a aussi un très beau, les acronymes de Elul, c'est Aleph, Lamed, et Vav, Lamed. C'est Ish, les Re'eu, ou Matanot, la Evionim. Chacun et son prochain, la solidarité pour son prochain, et du cadeau, les cadeaux, la tzedaka pour les pauvres. Car vous savez, il y a un principe qui est connu. De la manière dont on se comporte avec notre prochain, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Comme est marqué, Im ata hanoun afu hanoun. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il est hanoun verahum, et toi aussi, tu dois être hanoun verahum. Et de la même manière dont tu auras pitié de ton prochain, tu donneras de la tzedaka, il est hors de question qu'il passe les fêtes dans la tristesse parce qu'il n'aura pas de quoi habiller ses enfants, les nourrir, faire une belle table qui sera équivalente à la tienne. Tu ne pourras pas passer des fêtes si tu sais que ton prochain ne les passe pas aussi de la meilleure manière. Eh bien, c'est très important aussi cette semaine-là qui reste, même si on a fait bien sûr Baruch Hashem la tzedaka pendant toute l'année, les harbot bat tzedaka, de faire encore plus de tzedaka que d'habitude, pour que cette coupe, cette petite coupe, qui aurait dû normalement être une grande coupe, cette petite coupe soit une coupe belle, pleine de pierres précieuses, n'est-ce pas? Et on pourra dire à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que pendant toute l'année, j'ai été un fainéant, j'ai pas fait les choses comme elles devaient être faites. C'est vrai que même si j'ai fait des Shabbatot, même si j'ai étudié la Torah, même si j'ai donné de la Tzedaka, même si j'ai fait les mitzvot, peut-être que je les ai fait sans trop de concentration. Voilà, je me suis rattrapé cette dernière semaine et j'ai fait les choses comme tu aurais voulu que je les fasse pendant toute l'année. Accepte cette maquette, on va dire. Et je te promets que cette maquette ne sera que l'avant-goût de ce que je ferai pendant l'année à venir, Be'ezat Hashem B'Shuato. Comme l'a dit cet orfèvre au roi. Si toi, Kadosh Baruch Hu, tu me fais encore confiance, même si je ne le mérite pas, eh bien je te promets que ce que j'ai fait cette semaine, Be'ezat Hashem ou Bli Neder, je le reproduirai pendant toute l'année à venir. Et là, on est sûr, Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous inscrira tous dans le livre de la vie, et nous enverra la Parnassa pour nous permettre de le servir, Be'osher, Uftov Levav, Be'ezat Hashem, Mishuato, et que cette année soit la plus belle des années pour le Ham Israël, pour vous tous, pour chacun d'entre vous, la guérison des malades, le retour des Hatoufim, et surtout, que ce soit la dernière année pour les Juifs en galoute, que le temple soit reconstruit et qu'on puisse offrir les korbanot à Kadosh Baruch Hu, que le Mashiach vienne comme c'était Mimekeden. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.